d'un premier data center européen, donc on est GDPR compliant. Nous utilisons la technologie S3, on est 100% compatible S3. En termes de protection, on a le fameux Gold Standard de 11.9 Durability pour la protection des données. Parmi les points phares de Wasabi en termes de value proposition, c'est le prix. On est aujourd'hui 80% moins cher qu'Amazon S3. Et la performance, dans la mesure où on est 6 fois plus rapide qu'Amazon S3. On en parlera un peu plus tard dans les slides à venir. Juste pour compléter un petit peu, donner un aperçu de la combinaison des deux produits. Donc, FileCloud, qui est développé par la société Codelate, est une solution de partage et de synchronisation de fichiers. On dit à la Dropbox parce qu'à peu près tout le monde utilise pour des besoins personnels des solutions type Dropbox ou similaires, mais on apporte tout un aspect beaucoup plus professionnel et plus sécurisé pour les données. Entre autres, on dispose de fonctionnalités qui permettent de préserver et de s'assurer du respect du RGPD au niveau des entreprises. On permet aux personnes autorisées de consulter les fichiers sur les différentes plateformes que nous supportons, les PC, les machines Linux, Macintosh, et les devices comme les tablettes et les smartphones iOS et Android. Et enfin, on a des fonctions complémentaires qui concernent la classification des données, la prévention des fuites des données et la gouvernance des données. Caïs. Oui, si tu peux passer au prochain slide. Voilà. Très bien. Donc, une rapide présentation de Wasabi. Je sais que parmi les participants, certains sont déjà des clients Wasabi, donc je vais être rapide. Wasabi est une société qui a été créée en 2015 par les fondateurs de Carbonite, David Friend et Jeff Flowers, qui ont une longue expérience dans le stockage sur le cloud. C'est une société privée et qui investit à ce jour près de 80 millions de dollars. Notre mission, c'est de proposer un object storage, une solution object storage qui soit à la fois performante, sûre et abordable en termes de prix. Et l'idée initiale, en fait, l'idée de Wasabi est née d'un constat de ce qui existait sur le marché, à savoir que le stockage sur le cloud tel qu'il était présenté par les différents opérateurs est extrêmement coûteux et très difficile à appréhender pour des raisons de structure de prix différentes, une classification des datas selon le niveau de disponibilité requis. Donc tout ça faisait que l'utilisation sur le cloud était une aventure sur laquelle on s'engageait sans trop maîtriser un petit peu tous les tenants aboutissants. Donc l'idée, c'est vraiment de venir proposer une solution qui soit performante, efficace et facile à appréhender. Donc c'est de là qu'est né Wasabi. Notre produit, c'est… si tu peux juste revenir au slide précédent, s'il te plaît, Jean-Michel. Ouais. Donc notre produit, c'est du Cloud Object Storage as a Service. On est comparable à Amazon S3, Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Aujourd'hui, on compte près de 10 000 clients à travers le monde, dont 1500 sur l'Europe au bout de quelques mois, donc c'est appréciable. Juste pour vous donner une idée de notre croissance, il nous a fallu 6 mois pour vendre le premier pétabyte. Aujourd'hui, on vend 1 pétabyte chaque 3 jours. Donc, il y a vraiment une croissance extrêmement rapide de nos activités à travers le monde. Jean-Michel, next slide, s'il te plaît. Et donc, cette croissance, aujourd'hui, elle repose essentiellement sur notre value proposition, qui est le price, performance et protection. Donc, en termes de prix, on est 80% moins cher qu'Amazon S3. On ne facture pas les downloads, c'est un point très important. Et on ne facture pas les requêtes API. Donc, concrètement, ça se traduit par une capacité à prédire quel va être le coût du stockage, ce qui n'est pas du tout possible avec d'autres opérateurs. En termes de performance, on est 6 fois plus rapide que Amazon S3. C'est un simple test comparatif qui a été fait et qui permet de statuer cette performance. Et en termes de protection, donc, comme je vous disais, on a le 11.9 Data Durability.
Et on a un feature qui s'appelle Immutable Storage, en fait, qui consiste, c'est des buckets qui sont définis comme immutable. Et toutes les datas qui sont inscrites sur ces buckets ne peuvent pas être changées, modifiées ou effacées, à moins d'avoir une validation de plusieurs utilisateurs authentifiés définis. Donc, c'est vraiment une couche supplémentaire de protection qui est apportée aux utilisateurs. Le slide prochain. Aujourd'hui, Wasabi est présent. Donc, nous avons 3 data centers aux États-Unis, un sur la côte ouest, 2 sur la côte est. On a démarré nos opérations en Europe avec notre data center à Amsterdam en mars 2019. On a une capacité de 20 pétabytes. Aujourd'hui, on a déjà rempli près de 7 pétabytes. Donc, on est déjà dans une démarche de réflexion sur l'ouverture d'un deuxième data center européen. Ça devrait se faire l'an prochain. Et nous avons finalement un data center au Japon qui va démarrer ses activités en décembre 2019. En termes de connectivité, donc il y a la possibilité de se connecter à Wasabi, soit via Internet, bien entendu, soit via des connexions directes, donc Wasabi ou Amazon ou Azure ou Google Direct Connect. Et finalement, il y a ce qu'on appelle la Wasabi File Transfer Appliance. C'est un dispositif qui est envoyé chez le client pour ingérer les données. Ensuite, c'est renvoyé vers notre data center pour la gestion au niveau de Wasabi. Aujourd'hui, ce service n'est pas encore disponible en Europe. Il est opérationnel aux États-Unis et on travaille pour lancer cela en Europe courant 2020. Voilà. Next slide. Merci Caïs pour cette introduction à Wasabi. Au niveau de FileCloud, donc pour clarifier un petit peu la situation, la société CodeLate est le nom de la société qui développe ce logiciel. Et c'est une solution orientée cloud, mais qui fonctionne aussi bien en cloud privé qu'en cloud public, et qui va permettre aux entreprises de pouvoir partager, synchroniser, sauvegarder, travailler de manière plus performante en mode collaboratif et en utilisant tous les supports utilisés aujourd'hui, donc aussi bien les PC que des tablettes, des smartphones. On a été reconnu 2 fois par le Gartner sur la problématique des plateformes de collaboration de contenu, et Network World a tenu des propos élogieux au sujet de FileCloud, qui est une équipe de dirigeants talentueux, une liste impressionnante de clients, et nous sommes positionnés sur un marché à forte croissance, puisque aujourd'hui, les clients ont besoin de ces solutions de partage de fichiers. Actuellement, la société a des parts de marché très importantes aux États-Unis, plus de 3000 clients, 200 partenaires, 90 pays. Nous sommes en train de développer le marché européen. Vous voyez certains noms qui sont gérés par la partie européenne, comme l'Université d'Oxford en Angleterre, le bureau du Premier ministre des UAE, l'Institut en Suisse, d'autres grands noms aux États-Unis, avec des nombres d'utilisateurs qui viennent partager les données, aussi bien y ajouter que consommer des données, un petit peu dans tous les domaines applicatifs, y compris dans des domaines assez sensibles comme le US Army Corps of Engineers. Je suis certain que le Premier ministère des UAE doit avoir aussi des contraintes de sécurité très fortes. Aujourd'hui, c'est devenu un besoin constant pour les entreprises de pouvoir partager les données, de les partager au sein de l'entreprise, de pouvoir aussi les partager avec des tiers, de pouvoir partager ces données en utilisant le support le mieux adapté aux besoins du moment, le support aussi le plus adapté à la tendance du moment. Donc aujourd'hui, toute la consommation de données se fait pour plus de 50% sur des médias, des supports mobiles comme les smartphones, les tablettes, en complément des PC. Ce qui impose également aux entreprises d'avoir des solutions qui sont pérennes et solides pour sécuriser les données et réduire les risques opérationnels. On perd beaucoup plus facilement un smartphone, une tablette qu'on ne peut perdre un PC. Il est vital que l'on puisse préserver ces données, qu'on puisse éventuellement intervenir à distance pour supprimer toutes les données qui auraient pu être enregistrées
sur un support qui aurait été perdu ou volé ou détérioré, afin d'éviter toute fuite de données qui sont sensibles. Donc, pourquoi on dit que nous sommes mieux que des solutions comme Dropbox, OneDrive ou Google Drive? Personnellement, j'ai un compte Dropbox et comme je dis toujours, je veux bien y mettre des photos de vacances, mais j'y mettrai sûrement pas mes relevés bancaires ou d'autres données de ce type-là, parce qu'on est tous sensibles aux possibilités de fuite de données qu'il peut y avoir, en particulier sur mon Dropbox, j'ai la visibilité de comptes que des gens ont partagés avec moi, un Dropbox que je me suis plus ou moins créé, dans lequel j'ai pas mis grand-chose. On ne sait pas trop qui a accès à quel type de données. On a besoin pour ce faire aussi d'avoir des outils de gestion et de contrôle qui sont robustes, qui sont puissants, qui vont permettre aussi toute une traçabilité. Tout le monde est embarqué dans les contraintes du RGPD. Donc il faut pouvoir que ces contraintes du RGPD, on puisse les contrôler et les maîtriser sur des solutions de partage de fichiers. Plus le système s'ouvre, plus on est soumis à des dangers externes du type ransomware. Aujourd'hui, ça s'introduit pas mal sur des PDF. Alors, je ne vous montrerai pas ça dans la démo parce que les fichiers qu'on a stockés ne contiennent pas de ransomware, mais il est quand même intéressant de pouvoir se prémunir de cet aspect-là. Et puis, quand on commence à partager ces données et qu'on les partage avec des tiers, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, d'autres personnes avec qui on va collaborer le temps d'un projet, il est toujours plus intéressant que lorsqu'on se connecte sur cet outil-là, on voit plutôt le logo, la marque de l'entreprise qui est en train de partager les données, plutôt qu'un Dropbox ou même FileCloud, dont tout le monde ne connaît pas l'existence. Donc, pour permettre, je dirais, à la fois d'augmenter la confiance dans l'outil et de valoriser l'image de marque de la société, on peut customiser le produit. Vous verrez dans la courte démo que j'ai faite, on a légèrement changé le logo FileCloud, on a changé aussi des images de fond d'écran pour indiquer que ce n'est pas tout à fait le système standard. Il y a un autre problème qui est le problème du coût. C'est un problème récurrent chez tout le monde quand on doit faire des investissements. Et quand on commence à parler de partage de fichiers, il y a des gens avec qui on va partager des fichiers avec lesquels ils ne vont pas faire grand-chose. Ils vont principalement les télécharger pour les utiliser, parfois les modifier. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'autres choses. Et la durée de cette collaboration peut être relativement volatile. C'est juste pendant quelques mois. Eh bien, tous ces utilisateurs externes, qu'on appelle des utilisateurs invités, ne seront pas comptés dans le décompte des utilisateurs. Donc tout à l'heure, Caïs a mentionné que le modèle de facturation de Wasabi se faisait sur la capacité des données qu'ils hébergeaient pour leurs clients. Le modèle de facturation pour FileCloud, lui, se base sur le nombre d'utilisateurs qui vont accéder à ce partage de fichiers. Donc on commence à voir qu'il y a quand même pas mal de points d'intérêt entre un espace de stockage, je dirais, qui peut grossir quasiment à l'infini. Enfin, il y a encore 13 pétabytes de disponibles s'il n'augmente pas la capacité, et des données qui vont être un petit peu plus facilement compartimentées, protégées, sécurisées, en combinant un outil comme FileCloud à du stockage Wasabi. Donc pour avoir une solution complète de partage et de synchronisation de fichiers, il faut un certain nombre de fonctionnalités qui sont des incontournables. Il faut bien sûr pouvoir permettre un accès à distance sans nécessairement en plus avoir besoin d'installer des logiciels VPN. Un VPN sur un PC, ça s'installe relativement facilement. Si on commence à mettre ça sur des tablettes ou des smartphones, c'est un peu plus compliqué. Des outils qui vont avoir trait à la sécurité, donc de pouvoir bien compartimenter l'accès aux outils en fonction du profil d'utilisateur, donc disposer d'une granularité relativement importante, d'avoir des outils de management et de contrôle qui vont pouvoir s'assurer que tout fonctionne bien comme prévu, qu'il n'y a pas des gens qui seraient à même de pouvoir faire des choses que l'on ne souhaiterait pas qu'ils fassent. Et puis pour consommer ces données, il y a plusieurs possibilités de le faire. On a des applications qui s'appellent FileCloud Drive. Donc, par exemple, sur mon PC, je pourrais vous montrer rapidement tout à l'heure, j'ai un disque F qui en fait pointe sur mon partage FileCloud auquel j'ai accès. Ça, c'est un drive. Donc, si je me déconnecte, je perds l'accès aux données. Si au contraire,
je veux conserver l'accès à un certain nombre de données de ce partage. L'application File Cloud Sync, elle, va conserver une copie sur mon PC ou sur ma tablette éventuellement, si on a le courage de vouloir faire de l'édition sur des médias un peu plus petits en termes de dimension. Mais j'aurai accès à toutes mes données. Donc, par exemple, quand je ne suis pas au bureau, quand je n'ai pas d'accès à Internet, je peux continuer à travailler sur mes dossiers. Dès que je vais me reconnecter, la fonction de File Cloud Sync va aller synchroniser les données que j'ai mises à jour avec le partage du fichier. Alors, bien évidemment, si d'autres personnes ont eu la même idée que moi pendant que j'ai été déconnecté de modifier le même fichier, on va avoir un système de versionning qui gère différentes versions de fichiers, un système de notification par email qui va dire attention, sur tel fichier, j'ai 3 copies, s'il vous plaît, choisissez la bonne. Les applications mobiles, iOS, Android, donc permettent de faire à peu près tout ce qu'on peut faire sur un PC, à l'exception de la taille du support. Ça s'intéresse beaucoup d'entreprises. On a des clients, par exemple, qui sont dans le domaine de l'ingénierie. Des gens vont sur un site client, on a des clients qui interviennent dans le domaine du ferroviaire. Quand un ouvrage est fini ou quand quelque chose pose un problème, la personne peut prendre une photo avec son smartphone et elle va être automatiquement postée sur le partage du fichier. Une intégration forte avec Office 365 qui permet d'éditer des fichiers, qui permet d'avoir des mécanismes de file locking automatique. Si j'ouvre un fichier Word pour le modifier online, les autres personnes ne pourront pas modifier ce fichier-là, pourront éventuellement le lire selon les permissions qui auront été mises. Notion de dossier d'équipe, ou team folders pour mes amis américains. Avec le team folders, on va pouvoir créer une arborescence qui va être partagée entre différents utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise, avec des permissions différentes qui leur ont été assignées. Plus on a de documents, plus on a un besoin d'avoir accès rapidement à l'information. Il y a une fonction d'indexation plein texte qui est intégrée dans l'outil FileCloud. Donc, je vais pouvoir rechercher en tapant quelques mots-clés, manuel administrateur, trouver tous les documents qui se rapportent à un manuel administrateur. Partager les fichiers, c'est la problématique clé. Et le partage du fichier permet une grande granularité. On va pouvoir définir pas mal de permissions en fonction du profil de l'utilisateur. On va pouvoir aussi définir des permissions de partage pour un utilisateur. On pourra dire l'utilisateur Omar, lui, je l'autorise à partager avec n'importe qui. L'utilisateur Jean-Michel, lui, par contre, ne peut partager que des utilisateurs qui sont internes à l'entreprise, ou quelque chose comme ça. Donc, protection contre les ransomware, un audit de tout ce qui se passe sur le système qui est relativement développé. Dans la dernière version du logiciel, qui est la 19.2, qui était mise à disposition depuis le courant du mois de septembre, on dispose même d'une intégration avec les systèmes SIEM, c'est System Information and Event Management. Il y a pas mal de clients qui veulent centraliser sur un même système tous les fichiers log qui viennent de différentes applications. On supporte ce protocole-là. La gestion des postes clients et surtout ce qu'on appelle le Mass Deployment Support. J'ai un groupe, par exemple, de 100 vendeurs qui sont en permanence sur la route, qui n'ont qu'une tablette, qui doivent pouvoir accéder au catalogue des produits, qui doivent pouvoir peut-être émettre des offres de prix quasiment en live lorsqu'ils sont face aux clients. On va pouvoir créer un fichier de configuration et déployer ces configurations-là sur tous les postes clients sans aller passer manuellement sur chacun des postes clients. Un certain nombre de contraintes, le plus souvent légales, avec le RGPD en Europe, le HIPAA et FINRA aux États-Unis. Le HIPAA est plus, je crois, focalisé sur le monde de la santé, mais des contraintes qui sont tout à fait bénéfiques pour les personnes individuelles que nous sommes. Et il faut s'assurer bien que tout ce partage de fichiers, on va bien continuer à respecter les engagements que l'entreprise a vis-à-vis de la législation du pays. Si on a des configurations avec des sites répartis, plusieurs bureaux, pour permettre d'avoir des performances identiques à tous les gens, quelle que soit leur localisation, on va pouvoir faire de la synchronisation entre les différents bureaux. Donc les gens, même ceux qui ne seront pas à proximité du site central, auront des temps de réponse qui seront tout à fait acceptables. Avoir des configurations en mode haute disponibilité, donc qui
qui fonctionne tout le temps, même s'il y a une panne quelque part, avoir des fonctionnalités de gouvernance, de compliance de données et puis d'automatisation de certains points. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, donc il y a un certain nombre de fonctionnalités, les plus avancées. On distingue deux modes de licence et de distribution du logiciel, un mode standard et un mode avancé ou un mode enterprise. Le mode enterprise va fournir tout ce qui est haute disponibilité, tout ce qui est entre autres gouvernance de données, permettre la compliance avec le RGPD et des choses comme ça. Pour la conformité au RGPD, il faut qu'on respecte les grands points du RGPD, donc s'assurer qu'on a bien le consentement des utilisateurs qui vont se connecter, permettre aux utilisateurs d'accéder aux données, leur permettre d'exporter les fichiers qu'ils ont pu créer, s'ils nous demandent de devoir les récupérer, pouvoir anonymiser les données si un utilisateur dit « moi je ne veux plus du tout travailler avec vous ». Alors avec nous, ce n'est pas FileCloud, mais c'est avec l'entreprise qui va le mettre à disposition. On va pouvoir anonymiser les données, ce qui permet à l'entreprise qui a stocké ces données de les conserver pour pouvoir faire certaines opérations d'analyse, de prévision, mais en perdant la connaissance du client. Et pour ce faire, on a également des fonctions qui vont permettre de créer dans les utilisateurs du logiciel FileCloud des utilisateurs qui auront des permissions partielles de l'administrateur, et en particulier des permissions typiquement dédiées à ce qui peut intéresser un DPO dans une entreprise, en particulier faire de la recherche plein texte, mais non pas sur du plein texte, mais avec des patterns prédéfinis. Gouvernance de données, on a rajouté, ça vient depuis le début de l'année, un certain nombre de fonctionnalités qui vont aider les clients à mieux gérer le contenu, à mieux gérer la rétention du contenu, à mieux gérer l'archivage du contenu, y compris à mieux gérer la rétention des fichiers supprimés, c'est-à-dire que dans les versions précédentes, je supprimais un fichier du partage FileCloud, il était perdu corps et bien. On va pouvoir dire, non, tout fichier est supprimé, on va lui donner une petite survie de 3 semaines, donc ça va aller dans une corbeille comme dans les PC, et puis lorsque la durée de survie du fichier supprimé est périmée, le système va automatiquement le supprimer. On a des fonctionnalités aussi de rétention légale ou de rétention métier, donc des documents qui doivent être conservés pendant une très longue période. On a beaucoup de clients et de revendeurs dont les clients sont des cabinets d'avocats, sont des cabinets de notaires, sont des cabinets d'experts comptables. Il y a tout un tas de documents que ces sociétés-là mettent à disposition de leurs clients, mais doivent aussi conserver pendant un certain temps. Donc on a tous les outils qui permettent de définir ces choses-là, et le tout combiné avec des permissions complémentaires sur les fichiers et des attributs. Donc c'est souvent aussi ce qu'on appelle des métadonnées. On peut définir des métadonnées pour certains types de fichiers et les assigner soit manuellement, soit, je dirais, directement, c'est-à-dire dès que les données sont déposées sur le partage du fichier, il y a un outil qui tourne et qui va venir automatiquement mettre ces métadonnées. Alors les métadonnées, ça va entre autres nous permettre de faire une classification des données, donc je vous montrerai tout à l'heure dans la démonstration. J'ai créé une pattern qui correspond à 2 chiffres, 2 lettres et 5 chiffres, qui normalement, typiquement un numéro de passeport français. Eh bien, lorsque un document est déposé dans le partage du fichier à un certain endroit, voire dans tout le partage, l'outil vérifie si dans le contenu, il n'y a pas quelque chose qui ressemble à un numéro de passeport et vient positionner des métadonnées. Avec cette classification de données, on va également pouvoir mettre en place des systèmes de prévention de fuite de données, cette fois-ci de fuite de données non pas liées à des pertes ou des vols de périphériques, mais liées à de mauvaises opérations qui, j'espère, sont plutôt inintentionnelles qu'intentionnelles de la part des utilisateurs, pour leur éviter de mettre en danger la sécurité des données, de mettre en danger, pourquoi pas, l'entreprise, puisque dans certains cas, ça peut donner des pénalités qui sont quand même préjudiciables à l'entreprise et préjudiciables à son image de marque. L'outil d'administration, donc il est très simple, très convivial, on peut le customiser. On a également un certain nombre de fonctionnalités
qui permettent cette fois-ci non pas de prévenir, mais de se protéger contre la fuite des données. Un utilisateur a perdu son smartphone ou sa tablette sur lesquels il y avait le FileCloud installé avec des données qui étaient dedans, et on informe son entreprise. On va peut-être le savoir, parce que comme on a une localisation géographique des connexions, s'il est dans un pays dans lequel il n'y a a priori pas susceptible d'être, eh bien, on va pouvoir faire une mise à zéro de la tablette ou du smartphone. On va pouvoir produire un certain nombre de rapports d'analyse, et également, on va pouvoir faire un certain nombre de réglages relativement fins et complets par rapport aux besoins des utilisateurs. Alors, avant de passer à proprement parler à la démonstration, puisqu'on est dans un contexte Wasabi, il y a deux solutions. Soit vous avez déjà utilisé, vous êtes peut-être client de Wasabi. Donc, en étant client de Wasabi, vous y avez un compte. Vous avez certainement dû créer déjà des buckets. Ces buckets-là, s'ils contiennent des fichiers que FileCloud peut avoir envie de partager, on va pouvoir intégrer ces buckets dans l'environnement FileCloud. Et pour un FileCloud qui démarrerait directement et pour une utilisation un peu plus traditionnelle de FileCloud, FileCloud sera à même de créer un bucket dédié sur Wasabi. Alors FileCloud, ça s'installe sur un ou plusieurs serveurs, ça va dépendre un petit peu de la redondance de l'environnement dans lequel on est. Quand je parle de serveurs, je parle aussi bien de serveurs physiques que de serveurs virtuels. Ça tourne aussi bien sur Linux que sur Windows. Au niveau des utilisateurs qui vont accéder au FileCloud, si vous utilisez Active Directory, si vous utilisez LDAP, on va bien sûr pouvoir les importer depuis ces catalogues-là. On va pouvoir mettre en place, si vous avez les outils qui vont bien avec, du single sign-on. Donc, dès que la personne se connecte sur son support favori, il va être automatiquement authentifié dans le FileCloud. Et dans le FileCloud, au niveau du stockage, on va gérer trois types de stockage, ce qu'on appelle le MyFiles. Le MyFiles, c'est un peu le répertoire de l'utilisateur, son home directory. Alors, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais c'est une option. On va pouvoir créer des team folders, donc des répertoires que l'on va partager à travers un groupe d'utilisateurs. On va nommer un utilisateur responsable d'un team folder, et le responsable de ce team folder va ensuite inviter des gens à attaquer les données, déposer, télécharger, uploader sur ce team folder. Et puis, troisième volet à prendre en compte, ça va être de prendre en compte des partages de fichiers déjà existants, donc qui vont être intégrés en tant que network shares, donc ce qui va éviter aussi d'avoir à recopier des données d'un environnement existant pour les mettre dans le FileCloud. On va les configurer en network share et le tour sera joué, si j'ose dire. Donc, en environnement Wasabi, quand on va commencer à configurer FileCloud, FileCloud va créer directement un bucket dans Wasabi, donc qui est un morceau de l'espace de stockage objet de l'espace Wasabi que vous posséderez. Celui-là, il va être utilisé pour la partie MyFile, Team Folders. Et puis, si vous avez déjà du contenu existant, alors on a pris le cas Wasabi, full Wasabi, mais vous pouvez très bien avoir un contenu existant qui soit sur un autre partage de fichiers. On va pouvoir réintégrer en tant que network share ces différents composants dans la configuration Wasabi plus FileCloud. Donc je vous propose, alors je vais devoir basculer mon partage d'écran pour partager tout mon écran et je vais donc me connecter sur mon système FileCloud, donc je suppose que cela doit bien fonctionner. Donc actuellement, là je suis sur l'interface utilisateur, hein, donc il y a deux URL pour se connecter, hein, qui contient admin dans le pass. Ici on a un environnement d'un utilisateur qui est différent, donc au niveau de la procédure de connexion c'est différent. On a un tableau de bord qui nous permet d'avoir une vue un petit peu de tout ce qui se passe, de l'activité, de l'utilisation, les niveaux de version, le nombre d'utilisateurs par rapport à la licence. Actuellement, on a une licence 20 utilisateurs. Il y a 3 utilisateurs qui sont connectés. On en a un peu plus que ça, mais les autres sont des utilisateurs invités, donc on ne les voit pas apparaître dans ces comptes. Le système, il est en France, il n'y a quasiment que moi qui l'utilise, donc on voit
le logo de la France qui est mis en exergue. Quelqu'un qui s'est connecté quelques jours aux États-Unis, en Angleterre, pardon. La distribution en type de fichier, la distribution en type d'utilisateur, plus d'autres informations, la distribution aussi par type de périphériques qui sont utilisés. Bon, on est à peu près en équilibre entre de l'Android et du Windows. Donc ça, c'est une vue générale du système. Au niveau du réglage, donc le paramétrage de base qui est à faire pour que le système fonctionne, il faut donner un URL. Alors ici, c'est un système de démo, donc on n'est pas en HTTPS, on n'a pas un nom de domaine, donc c'est réellement un système de démo. Normalement, vous seriez en HTTPS et vous auriez votre nom proprement de domaine correctement inscrit, avec des paramètres, entre autres au niveau de la langue. Hein, vous voyez que l'outil parle français. Alors on peut définir la langue à la fois pour l'outil d'administration et une langue pour les utilisateurs. Et après, au niveau de chaque utilisateur, on peut quand même redéfinir la langue. Hein. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. On a des clients qui ont des filiales dans des pays où les gens ne sont pas francophones et où personne n'est réellement anglophone non plus. Donc on peut très bien voir pour les clients ou les autres partenaires de l'entreprise qui seraient basés, on a eu le cas récemment au Brésil, donc ils vont avoir l'interface en portugais, les gens qui sont en France auront l'interface en français, et on supporte, je dirais, les langues les plus couramment parlées, y compris l'arabe et le mandarin, dont je suppose la qualité de la traduction est excellente. Sur les autres langues que je maîtrise plus ou moins, j'ai dû constater qu'elle était très bonne. On va définir le stockage. Alors ici, le stockage de MyFiles, hein, vous vous rappelez, c'est dans un bucket Wasabi. Donc ici, j'ai défini ma clé S3, ma clé secrète, les différents paramètres qui permettent de définir mon bucket chez Wasabi. Hein. Vous voyez que là, il est situé dans EU central-1, donc qui permettent de savoir que mes données sont stockées en Europe et ne sont pas stockées ailleurs. Donc là, je vais juste vous montrer rapidement l'interface de Wasabi. Voilà, donc je suis sur mon stockage Wasabi. Il n'y a pas grand-chose parce que Wasabi, en fait, fournit de l'espace de stockage. Arriver par derrière à mettre une granularité avec beaucoup de permissions, ce n'est pas du tout la vocation de Wasabi. Wasabi, c'est de vous fournir un espace de stockage pas cher, orienté objet, avec tous les bénéfices de l'orienté objet au niveau de la morcellisation des données, au niveau de la disponibilité des données. Et ensuite, on va définir dans le stockage ce qu'on appelle des buckets. Et dans les buckets, on va mettre des fichiers. Alors celui-ci qui a un nom un petit peu bizarre, ben, c'est FileCloud qui l'a donné. Et donc, comme FileCloud gère lui-même ces données, là on voit des fichiers. Alors, si on regarde ici par rapport à la taille, on retrouvera peut-être des données qui correspondent à celles que je vais vous montrer dans la démo. Par contre, ici, ce qui s'appelle Codelate Europe, c'est un autre bucket que j'avais créé séparément à l'environnement FileCloud que j'ai mis en place. Donc là, on retrouve des noms de fichiers qui parlent à tout le monde. Et on va voir que quand on est dans l'outil FileCloud, on va retrouver les deux de la même manière. Ici, les partages réseau. Donc, partage réseau, ben, on définit les paramètres. On peut définir un paramètre important ici qui est le nombre de versions que l'on souhaite conserver pour chacun des fichiers. Donc, par défaut, c'est 3. Vous pouvez mettre 10. Vous pouvez mettre -1 pour désactiver le paramétrage. Si on est dans des environnements Windows et qu'on utilise les permissions NTFS, il y a un certain nombre de paramètres complémentaires qui vont permettre de prendre en compte les permissions NTFS pour la définition de ces données. Au niveau de l'authentification des utilisateurs, bon, ici, en système de démo, on n'a pas grand-chose, sinon on peut utiliser Active Directory ou LDAP, il suffit de rentrer les paramètres. Le compte administrateur, ici, avec un certain nombre de paramètres. Ici, ce paramètre d'approbation automatique dit que tous les nouveaux comptes qui vont être créés, donc si un utilisateur de base, tel que je
peut-être décide d'inviter quelqu'un par le biais de son email, le compte va être créé, il n'y aura pas besoin d'approbation. Par contre, dans un monde un petit peu plus policé et qui va faire attention à ce que les gens font, on va pouvoir limiter un petit peu la permission des utilisateurs pour s'assurer qu'ils ne donnent pas accès à n'importe qui, par exemple. La base de données MongoDB qui vient avec la distribution de FileCloud, donc il y a pas mal de composants qui sont issus du monde de l'open source, mais quand vous téléchargez l'application, tous les composants sont fournis par CodeLate. Envoi des emails, hein, donc il y a énormément de notifications qui sont faites par email. Donc ici, vous définissez les paramètres de l'émetteur de l'email et puis tous les paramètres liés aux permissions d'utilisateur, au serveur de fichiers, etc. En complément du partage des fichiers, on peut aussi faire des sauvegardes des données des postes utilisateurs. Donc ici, on définit le répertoire, il va s'appeler backup, hein, username backup. Donc on va voir dans mon partage à titre utilisateur que j'ai bien un répertoire backup avec des sauvegardes qui ont été effectuées. Ici, l'aspect licence, hein, la licence dont je dispose expire le 20 mars 2020. J'ai 3 utilisateurs utilisés sur 20. J'ai la licence Enterprise, donc j'ai toutes les fonctionnalités. Si je veux mettre à jour ma licence, je le fais par ce biais. Politique, ça c'est la traduction française, c'est la politique qui va s'appliquer aux utilisateurs. Donc par défaut, les utilisateurs vont avoir un certain nombre de droits, de permissions, hein, donc, en standard sur cette politique-là. On va permettre tous les partages. Hein. Ça veut dire que n'importe quel utilisateur va pouvoir partager tout ce à quoi il a accès avec un peu n'importe qui. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon de faire dans un véritable environnement professionnel. Est-ce qu'on peut conserver les fichiers supprimés? Est-ce qu'on va les mettre à la poubelle? Si on met des fichiers à la poubelle, si on en met des gros, est-ce qu'on va quand même les conserver ou est-ce qu'on va décider de les supprimer? Au niveau de l'authentification des utilisateurs, est-ce qu'on veut activer une authentification à 2 facteurs, donc avec des outils complémentaires dont il faut disposer, donc qui peuvent être un mail, un envoi de SMS, etc. Différentes solutions qui existent avec lesquelles on va venir s'interfacer. Pareil, pour l'utilisateur, est-ce qu'un utilisateur qui va utiliser cette politique-là, est-ce que cet utilisateur va pouvoir utiliser son smartphone, sa tablette? Oui ou non, hein, ça dépend. Donc, on va pouvoir limiter les modes d'utilisation et de connexion au file cloud en fonction du profil utilisateur. Si c'est un commercial qui est sur la route, on va peut-être mieux lui donner l'accès sur son smartphone. Si c'est quelqu'un qui fait un travail plutôt de back-office, qui reste au bureau, a priori, cette personne-là n'a pas nécessairement besoin d'avoir accès à un file cloud depuis son smartphone ou sa tablette. Donc, des fonctionnalités aussi intéressantes, par exemple sur mon iPad, quand je lance file cloud, on me redemande le mot de passe de mon iPad. Notification, alors si par défaut tout est ouvert, donc si vous laissez tout ouvert, des gens vont recevoir beaucoup de notifications par email, donc on va pouvoir customiser un petit peu tout ça. Alors pour le customiser, on va pouvoir créer de nouvelles politiques, ou lorsqu'on va assigner des politiques à des utilisateurs, eh bien on va pouvoir les remodifier par rapport à la politique standard. Possibilité de définir du SSO, possibilité de définir la recherche de contenu, donc c'est quelque chose, une fois que c'est configuré, ça tourne en temps réel, chaque fois que les fichiers sont déposés. Ici, vous retrouvez ces fameuses données personnelles sous forme de patterns, donc on va pouvoir en définir autant qu'on veut, et on pourra, par la suite, je vais vous le montrer maintenant, par exemple, si je fais recherche fédérée, donc il me faut, pour faire la recherche fédérée, bien sûr, des permissions administrateurs. Alors, je n'ai pas besoin d'être le super administrateur, il suffit que je me crée un compte pour mon DPO dans mon entreprise, en lui disant, tu vas avoir la possibilité de faire des recherches. Alors, si je cherche sur France Passport Number, je retrouve des documents qui, de toute évidence, alors c'est pas nécessairement
un vrai numéro de passeport, mais au moins dans le document, il y a une chaîne de caractères qui laisse penser que c'est un numéro de passeport. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal que j'ai ça dans mon système, dans mon partage de fichiers? Ben, ça va permettre à la personne, le DPO et à son équipe d'apporter des actions correctrices si besoin. Recherche de contenu, hop, pardon, on l'a déjà vu. Édition web, en fonction des outils, on va pouvoir faire de l'édition directement sur le fichier web, sans avoir besoin de le télécharger au préalable. Possibilité de créer ces dossiers d'équipe. Intégration avec des applications tierces, intégration avec des antivirus. Hein, donc, si les antivirus supportent protocole ICAP ou protocole CLAM, ben chaque fois qu'un nouveau fichier est déposé sur le partage des fichiers, l'antivirus pourra tout de suite valider et vérifier que le système, que le fichier déposé ne contient pas de virus. Intégration avec Salesforce, et cette fameuse intégration SIEM, donc System Information and Event Management, pour faire d'autres choses. Dans un petit peu le fourre-tout, tous les autres éléments, ben, le format de l'heure, ce qui peut être intéressant ici, c'est de définir comment on peut récupérer un utilisateur, définir des politiques sur les mots de passe des utilisateurs, avoir des messages de confidentialité. Je vais inviter un partenaire de mon entreprise à accéder au partage de fichiers. Lorsque, pour l'inviter, je l'invite par son email, le système va enregistrer son adresse mail, son adresse IP. Donc ça, il faut être vigilant par rapport au RGPD. Donc la première fois que la personne se connecte, il verra apparaître ce message qu'on peut customiser à l'envie pour lui dire, attention, si tu veux te connecter, il faut que tu sois d'accord avec notre politique de fichiers et on va conserver ton adresse mail et ton adresse IP. Les utilisateurs, donc on a un certain nombre d'utilisateurs qui sont définis ici. Vous voyez qu'il y en a qui sont en accès limité, hein, donc on en trouve beaucoup plus en accès limité qu'en accès complet. Donc ça veut dire que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 personnes qui ont accès à un petit morceau du partage FileCloud et qui ne comptent pas dans mon décompte d'utilisateurs. On va créer des groupes. Alors, il y a un certain nombre de groupes qui sont créés par défaut. Si vous utilisez Active Directory, vous pouvez importer des groupes depuis Active Directory. On va trouver ces fameux team folders avec des partages. On va retrouver des dossiers réseau. Alors donc, dans mon environnement, bah, moi, j'ai plusieurs partages réseau. J'ai 2 dossiers réseau qui, en fait, sont sur des systèmes Wasabi. Et j'ai même un partage de réseau qui, en fait, est sur le disque interne de mon serveur FileCloud. Au niveau des métadonnées, ici, on a un certain nombre de métadonnées, donc je vous montre rapidement. On peut en définir autant qu'on souhaite. J'ai une métadonnée qui s'appelle PII, comme disent les Américains, Personal Identification Information, et on peut rajouter pour chacun de ces métadonnées un certain nombre d'attributs. Donc ici, j'ai défini un attribut qui est binaire, enfin un choix de valeur confidentielle ou safe. On va voir comment je peux utiliser cette chose-là pour mon utilisation. Je vais pouvoir l'utiliser pour faire cette fameuse Smart Classification. Donc ici, j'ai défini un outil qui dit que je vais chercher dans un répertoire donné, jm_support, si je trouve la métadonnée France Passport Number qui est contenue dans le document, je vais positionner le niveau à confidentiel. Si je ne le trouve pas, je vais le positionner à safe. Et avec ça, je vais pouvoir faire du data leak prevention. Donc, par exemple, je peux dire tous les fichiers qui sont dans jm_support qui correspondent à la règle passeport, donc pour lequel il y a le mot-clé confidentiel, j'interdis aux personnes de le télécharger. Voilà, assez rapidement dit. Donc là, je passe sur la partie utilisateur. Donc, je suis connecté en tant qu'utilisateur du partage des fichiers. Donc, je vais retrouver My Files. Je vais aller, par exemple, dans ce fichier support.
hein. Si je veux télécharger un fichier, le système va me dire que je ne peux pas le faire à cause de la fameuse règle DLP Passport. Alors que je peux très bien être dans un autre répertoire où je vais avoir des fichiers qui auront, que je ne me trompe pas, ça va être celui-là, si je fais aperçu du fichier. Voilà, non seulement il comprend un numéro de passeport, il y en a même un où j'ai une photo de passeport, mais comme il n'est pas dans le répertoire qui est surveillé par rapport à la règle Data Leak Protection, je peux bien évidemment examiner ce fichier. Hein, vous voyez qu'ici, il y a le mot-clé confidential. Donc, j'ai un certain nombre de partages de données. Ici, si je vais sur Network Shares et que je vais dans CodeLate, si vous vous souvenez, et si ça ne m'a pas déconnecté avec un timeout, on va retrouver ici les fichiers que l'on voit ici dans mon partage Wasabi, mais sur lequel, si j'ai accès à ce compte Wasabi, je peux tout faire, alors que là, seuls les gens qui auront les permissions de voir ces fichiers-là pourront effectivement les utiliser, les partager. Alors, pour partager un fichier, on va prendre n'importe lequel, on va prendre celui-là, si je veux le partager. Alors, il y a la méthode, je dirais, qui arrive par défaut et qui n'est pas la plus intelligente, c'est que je donne un lien à quelqu'un et puis tous les gens en possession de ce lien pourraient télécharger le fichier. Alors, dans certains cas, c'est tout à fait ce que les gens peuvent avoir envie de faire, sinon il est quand même plus intéressant d'avoir un partage qui va être un petit peu plus, je dirais, fin. Donc, je peux inviter un utilisateur. Alors, si j'utilise ce mail-là, alors il est déjà connu du système, mais là, en partageant un fichier, la personne va recevoir un mail l'informant que j'ai partagé un fichier avec lui. Comme les fichiers vivent, par défaut aussi, chaque fois que ce fichier partagé va être modifié, je peux décider, oui ou non, d'envoyer un email pour dire à la personne il y a une nouvelle version du fichier qui est disponible. Si je veux que ce partage ne dure pas ad vitam aeternam, eh bien, je mettrai une date d'expiration. Donc, si en 2 jours, la personne n'a pas téléchargé le fichier, eh bien, dans 2 jours, le partage n'existera plus. Donc, ça permet aussi de fiabiliser dans la durée la notion de partage de fichiers. Ici, on va voir, je reviens dans la partie administration, on va voir un certain nombre d'activités qui ont été faites. On voit entre autres que j'ai voulu partager ce fichier-là. On va voir que j'ai partagé, on va voir que justement le même utilisateur, il a eu des erreurs sur la violation de la règle DLP Passport, parce que justement, il n'a pas le droit de le faire. Donc, et tous ces fichiers-là, le log est sans fin. On va voir également ici la liste des appareils avec lesquels les gens se connectent. J'ai quasiment un système pour moi tout seul, mais on voit que j'utilise depuis aujourd'hui, j'ai utilisé CloudSync, CloudDrive. Ça, ce sont des données qui sont sur mon PC. Donc, sauf erreur de ma part, j'ai toujours partagé l'intégralité de mon écran. Donc ici, vous voyez que j'ai un drive F dans lequel on retrouve les mêmes données que celles qu'on a vues tout à l'heure. Et j'ai également ici des données de synchronisation. Donc, je ne synchronise pas tout, mais on retrouve des données qui sont synchronisées avec une partie d'un sous-ensemble de mes données que l'on retrouve ici. Donc, il y a énormément de possibilités en termes de partage de l'information avec une granularité qui va être très forte pour les utilisateurs, combinée aux performances et à la souplesse du stockage objet que propose Wasabi. Bien évidemment, tous les clients FileCloud, beaucoup préfèrent avoir une installation sur site, hein, on-premise, comme disent les Américains, ou on-prem pour faire bien. Mais toutes les possibilités
sont ouvertes. Et aujourd'hui, ce que l'on voit du marché européen, c'est qu'on a quand même une tendance forte pour avoir les données sur site ou alors avoir les données qui sont stockées dans des environnements avec un fort niveau de protection et de sécurisation des données, comme Wasabi peut le proposer avec ses 11/9 de disponibilité et puis le fait que les données du data center soient en Europe. Voilà, j'ai à peu près fini ma présentation. Je ne sais pas si, Omar, il y a eu des questions qui ont été posées ou si certains d'entre vous veulent. Pas encore, mais si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le Q&A Voilà, et je les transmettrai. N'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'on peut vous donner la parole live sur le système. Tout du moins, j'ai la possibilité de faire ça. Voilà, donc ici vous trouverez, et je pense que nous vous adresserons à toutes les personnes qui sont connectées une copie de la présentation. Vous retrouverez mon adresse mail de Caïs pour la partie Wasabi. On est bien évidemment à votre disposition pour vous faire une démonstration plus approfondie, aussi bien que ce soit côté Wasabi que côté CodeLate, FileCloud. Vous avez la possibilité de faire un test, donc de télécharger gratuitement une version d'évaluation du logiciel FileCloud, d'utiliser gratuitement pendant un mois également 1 teraoctet de données chez Wasabi pour pouvoir tester la combinaison des deux ou les deux séparément, de voir ce que fait Wasabi, ce que c'est que du stockage objet S3, de tester FileCloud sans pour autant vous connecter à Wasabi, bien que les deux, je pense, vous l'aurez compris, présentent un intérêt significatif pour des entreprises qui veulent partager les données, les partager avec tout le monde, avec une grande souplesse au niveau des partages des utilisateurs, et également les pouvoirs... Jean-Michel, je t'interromps, il y a une petite question. J'ai vu une question d'Étienne qui dit dans quelle mesure FileCloud et Wasabi sont capables de challenger les stockages de données sur les petits sites. Bah, ça dépend. Le Caïs, sauf erreur de ma part, le minimum qui se facture chez Wasabi, c'est 1 teraoctet. Donc, si une entreprise a moins d'1 teraoctet et a toute une infrastructure sur son propre site, je ne suis pas certain que Wasabi soit quelque chose qui soit indispensable pour l'entreprise. Par contre, on voit apparaître de nouveaux métiers, de nouveaux besoins, en particulier avec la prolifération de l'utilisation des appareils photo et vidéo et des données qui commencent à prendre de plus en plus de place. Donc, les gens qui commencent à avoir plusieurs teraoctets de données ont, à mon sens, plus intérêt à s'orienter vers des solutions Wasabi, sauf bien évidemment si c'est une grande entreprise qui a toute son infrastructure chez elle et qui a peut-être la possibilité de dédier quelques centaines de teraoctets complémentaires. Pour les plus petites entreprises, je dirais traditionnelles, je ne suis pas certain, si je suis certain que Wasabi est quelque chose d'indispensable, je ne suis pas certain que FileCloud est quelque chose d'indispensable. Je ne suis pas du tout certain que Wasabi apporte un plus du fait de sa facturation au teraoctet. Cela dit, nous avons des revendeurs de FileCloud qui ont un statut de MSP, un Managed Services Providers. Donc, ce sont des gens qui vont acheter un pool de licences chez FileCloud, qui vont acheter une certaine capacité chez Wasabi et qui vont pouvoir permettre d'offrir à de plus petites entreprises un petit bout de stockage chez Wasabi, qui n'aura peut-être même pas besoin du terabyte, c'est le MSP qui va faire son propre prix, et qui va permettre à une entreprise qui n'a quasiment pas beaucoup ou peu d'infrastructures informatiques, qui n'a pas nécessairement des équipes. C'est le cas souvent des PME, hein, il y a une vingtaine de personnes qui ont besoin de partager les données. Ils ne veulent pas avoir à s'occuper de provisionner des machines supplémentaires, même si elles sont virtuelles, de provisionner un peu d'espace de stockage.
les entreprises qui sont MSP ont un rôle à jouer dans cette affaire-là. Lorsque le MSP est capable de vous assurer que les données sont stockées en Europe, ce qui est le cas avec Wasabi, alors ce qui n'est pas le cas avec plein d'autres solutions également, eh bien, les entreprises ont une solution de facilité où il va y avoir la disponibilité, la résilience des données qui vont être stockées sur du stockage objet qui est toujours disponible, et puis une solution de partage de fichiers qui va les satisfaire. J'ai vu qu'il y avait une deuxième question, toujours de Étienne Dallène, concernant la rétention des données. Ben, ça permet de positionner sur les fichiers des paramètres complémentaires en disant tel type de fichier dans tel répertoire, j'interdis qu'il soit supprimé dans les 12 mois qui viennent. Par exemple, parce que, je sais pas, des règles internes à l'entreprise font que tel document, on est obligé de le garder pendant 12 mois. Au bout de 12 mois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le détruit corps et biens? Est-ce qu'on peut l'archiver, le mettre dans un autre endroit pour pouvoir le conserver? Est-ce qu'au lieu de le conserver pendant 12 mois, on va dire, eh bien, on le garde en permanence parce que ce seront plutôt des contraintes légales et dans ce cas-là, ben, on va pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps. Alors, si c'est des données d'utilisateurs qui quittent la société, la première question, c'est la troisième question, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les données de cet utilisateur, c'est des données qui appartiennent à l'entreprise ou est-ce que ce sont des données qui appartiennent à l'utilisateur? Alors, a priori, si c'est un employé de la société, il y a de grandes chances que les données appartiennent à la société plutôt qu'à l'utilisateur. S'il y a un certain nombre de documents que l'utilisateur veut récupérer, bah, au titre du RGPD, et si ce n'est pas contraire à certaines autres règles internes à l'entreprise, ben, l'entreprise pourra lui restituer. Si un utilisateur quitte l'entreprise, qu'il est enregistré par un email propre à l'entreprise, ben, on va peut-être soit supprimer les données, soit au moins les anonymiser, quoique comme l'email appartenait à l'entreprise, l'utilisateur n'aura plus accès à son mail, donc ce n'est pas très très gênant. Alors, quid de la rétention des données qui seront modifiées plusieurs fois dans la journée? Ben, tant que les données sont modifiées, la rétention va être prorogée. Hein. Je ne peux pas, mais normalement, quand on va faire une rétention de données, on va interdire de modifier le document, ou alors si on autorise la modification, si initialement le document était protégé pendant 12 mois, alors plusieurs fois dans la journée ou même la semaine suivante, si quelqu'un remodifie le document, eh bien, la période de 12 mois va être redémarrée à cette date-là. Alors, j'ai une autre question. On demande si on peut utiliser FileCloud en ligne avec Wasabi. Comment faire si le client ne veut pas de serveur chez lui? Alors, si le client ne veut pas de serveur chez lui, ce qu'il faut, c'est passer par une entreprise qui est partenaire de FileCloud et de Wasabi et qui va se charger de vous fournir ce service-là. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui vont avoir des serveurs qui leur appartiennent, alors qui leur appartiennent en propre ou qui louent à des hébergeurs de data center, et une entreprise qui va avoir également de l'accès sur du stockage Wasabi et qui va proposer à votre entreprise eh bien, d'avoir un service de partage de fichiers avec un certain nombre de fonctionnalités et qui vont englober la prise en charge des coûts complémentaires associés, puisque vous n'aurez pas de serveur chez vous, donc la prise en charge du coût des serveurs, la prise en charge du coût du stockage Wasabi, ça tombe bien, il n'est pas très cher, et on vous fera une offre qui sera directement liée aux besoins de votre entreprise. Le point intéressant, c'est que en mode commercialisation traditionnelle, vous êtes obligé d'acheter au moins 20 licences. Vous n'avez peut-être besoin que de 10 licences. Les MSP aussi sont là pour ça, puisque c'est des gens qui ont un pool de licences, ils sont capables de ne vendre que 10 licences à une entreprise. Et on a une fonctionnalité qui s'appelle multi-tenant. Donc, cette
hébergeur aura des accès FileCloud pour client1.hébergeur.com, client2.hébergeur.com, etc., qui permettront de satisfaire un petit peu tous ces besoins. Alors, si vous prenez le duo FileCloud et Wasabi, vous pouvez partager vos différents sites et filiales, quel que soit le pays. La réponse est oui. Si vous avez, puisque je vous connais, Étienne, vous pouvez aussi partager votre infrastructure, si elle le permet, et l'ouvrir à des gens de vos filiales qui sont à l'étranger. Mais les deux sont possibles, hein. L'intérêt de Wasabi, c'est que c'est un stockage qui a des bonnes connexions, comme l'a montré Caïs au début de la présentation. Donc, que vous soyez en France ou dans un pays un petit peu plus exotique, vous aurez quand même des temps de réponse qui seront bons et qui pourraient peut-être être moins bons si c'était chez vous, hein. C'est des choses qui s'étudient. Là, il faut voir un petit peu en fonction des besoins, mais là encore, aussi bien les gens de FileCloud que les gens de Wasabi, on est là pour vous aider et pour vous conseiller sur ce point-là. Une petite remarque, donc j'avais dit qu'il y avait un mode de licence standard et un mode de licence Enterprise. Toutes ces fonctions de RGPD, toutes ces fonctions de rétention de Data Leak Protection sont accessibles uniquement avec la version entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on a à peu près, on a même dépassé l'heure que l'on avait prévue. Moi, je considère que vous êtes toujours là, donc c'est que ça a dû vous intéresser. Et au nom de Caïs et de Omar, qui doivent pouvoir se joindre à moi, on vous remercie pour votre participation. On est à votre disposition. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à venir voir sur nos sites web. Et on prendra contact avec vous, on va déjà prendre contact avec vous pour vous transmettre une copie de la présentation. Merci beaucoup. Omar, je te laisse le mot de la fin pour... Merci à tout le monde qui est resté. Je sais qu'il n'est pas très tôt chez vous et passez une très bonne fin de journée et début de soirée. Merci beaucoup et à très bientôt à tout le monde. Au revoir. Au revoir.